Alors, le boogeyman, si vous êtes en habitué des slashers avec du Sabaton, vous savez ce que c'est. C'est le tueur de slashers. C'est souvent un tueur masqué qui tue ses victimes à l'arme blanche. Ces victimes sont souvent des ados. Les crimes peuvent revenir à une période, que ce soit la date d'Halloween ou justement l'été, le 4 juillet, la fête nationale américaine ou le bal de prom. Voilà, il y a toujours un peu une référence dans les dates. Et souvent, sa folie meurtrière vient d'un trauma fondateur, donc d'une blessure narcissique dans son enfance, quelque chose dans l'adolescence, où il y a toujours une raison folle, mais une raison à sa folie meurtrière. Ensuite, le redneck, alors pour faire très très simple, le redneck c'est une figure caricaturale du campagnard américain. Donc c'est une personnalité définie comme sale, ignarde, parfois violente, et qui est surtout un peu enfermée dans son microcosme local. Et elle va s'opposer généralement à des figures plus jeunes et citadines, parfois bobos, généralement des touristes qui s'immiscent sur son territoire. Par exemple, l'exemple classique, c'est les jeunes filles qui viennent se frotter à la famille Sawyer dans Massacre à la tronçonneuse. La Final Girl, eh ben, c'est un peu l'autre pièce, l'inverse du boogeyman, c'est la dernière survivante. On n'a pas vraiment d'expression française pour la caractériser, donc on peut le mot anglais, l'expression anglaise. C'est souvent une fille dont les caractéristiques sont codées comme masculines, je mets des gros guillemets à tout ça. Elles sont un prénom qui peut être épicène, donc un prénom qui peut être féminin ou masculin. Par exemple, Laurie Strode, j'ai les autres en tête, mais il y en a plein. Et donc, c'est celle qui est un peu plus manipulée les autres, un peu plus débrouillarde, elles sont plus sportives. C'est celle qui est le plus vertueuse aussi. Elle va pas aller sortir avec des garçons ou boire, fumer, faire du sexe, etc. C'est plutôt celle qui fait du babysitting de soir d'Halloween, qui dépasse ses copines, qui fait ses devoirs et tout. Et souvent, c'est ceux qui, entre guillemets, lui permettent de rester en vie. C'est trop compliqué pour en parler là en si peu de temps. Mais voilà. Et donc, elle a ce côté un peu complémentaire avec le boogeyman, là où elle est un personnage, en tout cas, pas forcément masculin, mais au genre fluide, avec des caractéristiques qui sont à la fois féminines et masculines. Et le boogeyman dont je parlais tout à l'heure, lui, il a été souvent vu comme un homme incomplet, et il aurait ce côté un peu féminin, en tout cas un côté émasculé, métaphoriquement. Et donc, ils sont assez complémentaires, et cette complémentarité se retrouve souvent dans les dernières scènes du slasher, où souvent la Final Girl va retourner son arme contre le boogeyman dans une scène de pénétration métaphorique. Voilà, donc, beaucoup de sens derrière tout ça, et on en parlera un jour sûrement plus longuement. Le survival, du coup, c'est un genre, un cousin du slasher. C'est un film où un ou plusieurs personnages, généralement des jeunes citadins de passage, se retrouvent donc dans un coin isolé et doivent se confronter donc aux rednecks locaux. Exemple typique, donc Massacre à la tronçonneuse, mais on peut citer aussi La Maison de Cire des années 2000 ou Wolf Creek en Australie. Et dans Survival, si vous voulez un truc pour les repérer, généralement, il y a une caractéristique notable, c'est qu'on arrive par la route et qu'on repart par la route. La voiture a une place super importante dans le survival, car souvent, on se retrouve coincé dans ce bazar paumé parce que la voiture est tombée en panne. Le slasher, maintenant vous commencez peut-être à connaître ce que c'est, puisque c'est ce qu'on met quand même en avant au Sabaton depuis 3 ans. C'est un sous-genre de l'horreur qui est très codifié, avec en général un boogeyman masqué au monde, qui va tuer un à un, en général aussi des adolescents, parce qu'ils boivent, ils prennent de la drogue, ils font du sexe, parce que c'est mal, avec un objet, une arme, en général c'est une machette. Alors on a eu aussi des tentatives autres. Au fur et à mesure, dans ce film, on a quand même aussi des pistolets, voilà, ça évolue. Et en général, on a du coup la survivante, l'unique survivante, la Final Girl, qui sera la seule qui pourra tuer le boogeyman, ou du moins s'en sortir indemne. Ensuite, on a queer, c'est un mot qui est un peu compliqué, et il faudrait des heures et des heures pour le définir, surtout que la définition a évolué au fil du temps. Maintenant, on pourrait dire que c'est, pour aller simplement, tout ce qui n'apparaît pas dans la norme de dominance. En gros, au niveau de l'identité de genre et l'identité sexuelle. Voilà. Donc c'est vraiment un terme qui est très très large. Mais là, on va étudier un peu toutes ces facettes. Donc ça sera mieux en parlant, on va un peu plus capter toute l'essence de ce mot-là en reparlant tout à l'heure.
Le camp, du moins le camp dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment une forme esthétique qui se développe dans la mode, dans la déco, par exemple, dans les mouvements comme l'art nouveau. C'est un mouvement, en fait, en termes esthétiques, qui est toujours modifié par l'homme. On dit souvent que c'est le bon goût du mauvais goût, c'est quelque chose qui évolue beaucoup avec le temps. Par exemple, Jean Cocteau, ses films, ça peut être qualifié de camp. On a des formes de camp qui sont volontaires, comme les films de John Waters. C'est parfois des choses qui sont assez grossières, qui peuvent être considérées comme kitsch. Mais c'est pas forcément toujours des films qui ont vocation d'être de mauvais goût. Faut pas penser que le camp, c'est forcément des films qui sont underground. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a des films camp, par exemple, Discovery Party, c'est un film totalement camp. Le camp devient de plus en plus mainstream puisqu'on s'est réapproprié cette forme esthétique dans des films qui sont pas forcément à vocation d'être camp de base. Alors ensuite le beach movie. Alors le beach movie, c'est un genre né dans les années 60, principalement avec les productions de la boîte AIP, comme Beach Party ou Bikini Beach pour les plus connus. C'était des films de plage avec notamment la grande star de l'époque du film de plage, Frankie Avalon. Et c'était des petites bluettes adolescentes où des jeunes vivaient des histoires d'amour sur la plage en faisant du surf. Alors ça a l'air assez innocent comme ça l'est de notre point de vue aujourd'hui, mais à l'époque c'était assez novateur de voir des jeunes en petite tenue sur la plage, sur le sable, en train de se faire des papouilles, et des fois entre hommes, ce qui a attiré un public cuir. Et c'est un genre qui va progressivement s'hybrider avec des éléments de polar, de science-fiction, de slasher, d'attaque animale, jusqu'à s'éloigner radicalement du modèle AIP et jusqu'à le parodier avec l'exemple de Psycho Beach Party. Mais on peut dire que par certains aspects, des films comme le remake de Piranha ou même Point Break sont des descendants très très lointains du beach movie des années 60. Et pour le dernier mot, c'est Trope, et Lily, c'est la passerelle parfaite, puisque c'est un modèle narratif qui est répété, autant par la mise en scène que c'est une situation, hein, un peu ce qu'on voit d'habitude dans tous les films, le téléphone portable où il n'y a plus de batterie au mauvais moment, les jeunes qui vont se faire des papouilles sur la plage, dans la forêt. Voilà, c'est ce genre de situation qui se répète dans les mêmes genres de films. Donc maintenant, vous êtes prêts. Mouillez-vous la nuque, il fait beau, il fait chaud. Cette année, notre Sabaton est dans un mood beach party, comme vous avez pu le voir à notre décoration. Et pour l'occasion, on a mis nos plus beaux maillots de bain et nos machettes afin de survivre aux vacances, à la chaleur, mais surtout aux boogeyman estivaux. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, quand la canicule fait rage, je n'ai qu'une envie, c'est voir des bains de sang sur la plage, dans la mer ou encore au bord du lac, afin de me rafraîchir les neurones. Des films d'horreur d'été aux films d'horreur estivaux, piochent dans des tropes bien définis, mais ils appartiennent bel et bien à des genres différents. Au sein de certains types de films estivaux, comme les beach horror movies, ou encore les films d'horreur se déroulant sur une île reculée, on pourra retrouver plusieurs sous-genres d'horreur qui ne sont pas forcément des slashers. Exception faite pour les films d'horreur de colonies de vacances, qui sont quant à eux essentiellement de l'ordre du slasher. Slasher de camp de vacances a été popularisé par une grande saga qui est Vendredi 13. Alors, je vais essayer de faire court, promis. Vendredi 13, premier dimanche, c'est un film de Sean S. Cunningham, qui est un pur réalisateur d'exploitation, qui va globalement là où il y a de l'argent à se faire. Du moins, il essaye. Voilà. Alors, il va commencer dans le porno à partir des années 70 avec son copain Wes Craven. Puis, il va produire avec lui La dernière maison sur la gauche en 1972, qui n'est pas un grand succès commercial. Mais c'est un film qui marque les esprits. Donc, à partir de là, Cunningham comprend que pour attirer le public, il faut un peu le choquer. Donc, il va se tourner vers ce qu'on appelle l'horror porn, donc des films qui mélangent à la fois pornographie et horrifique. Alors, pas dans la perspective de faire des grands succès populaires, mais au moins de rembourser sa production et de faire un petit peu de bénéfices avec. Donc là, il va produire un horror porn qui s'appelle Case of the Full Murder, 173, qui n'est pas très rentable finalement. Et c'est là qu'il va se lancer dans un autre business du genre qui est le rip-off. Alors un rip-off, c'est une copie bas de gamme d'un film qui a déjà fonctionné. Et donc Cunningham va faire deux films de sport calqués sur un film qui s'appelle La Belle Équipe, qui est un film de baseball qui a eu du succès aux États-Unis. Ça ne va pas fonctionner non plus. Et c'est là qu'arrive en 1978 le succès d'Halloween. Et Halloween cartonne malgré un tout petit budget. Et donc Cunningham se dit, il faut refaire Halloween, c'est vraiment ses mots. Donc il copie Halloween, mais il va y ajouter d'autres éléments qu'il a piqués ailleurs. Il n'est pas tout seul à le faire, mais bon. Il y a une copie de la musique de Psychose, des effets gore de Tom Savini qu'il avait repéré sur Zombie de Romero. Il pompe aussi La Baie sanglante, donc un film italien de Mario Bava. Et cette copie d'Halloween va être une bonne intuition
intuition parce que tous les gros studios veulent tous leur slasher à la Halloween. Et donc, Paramount va distribuer Vendredi 13 et lui donner une grande visibilité. Il va être distribué dans beaucoup de salles. Et c'est énorme par rapport à ce petit film à faible budget qui est Vendredi 13. Mais alors, je tiens à dire que le succès de Vendredi 13, il n'est pas uniquement dû à sa grosse distribution, qui est le raccourci qu'on fait beaucoup, mais son succès, il s'explique aussi par les éléments qu'il ajoute à la formule d'Halloween, le gore notamment, qui est assez spectaculaire par rapport à ce que le grand public a l'habitude de voir, et aussi la représentation de la jeunesse qui est moins niaise et innocente que ce que le même grand public a l'habitude de voir, même si c'est déjà présent dans Halloween, c'est quand même beaucoup plus explicite dans Vendredi 13. Ces ados ont une sexualité, ils boivent, ils font la fête, et le jeune public va profondément aimer l'aspect graveleux et gore, mais ce qui est intéressant dans Vendredi 13, c'est qu'il condamne pas tellement la sexualité ni les comportements fêtards, on les met en avant comme un argument de vente, tout comme le gore, et on rentre par là même dans le film d'horreur fun grand public. Et du coup, c'est ce qui va faire qu'on va avoir plein de Vendredi 13 like, donc plein de slashers de camp de vacances, et que Vendredi 13 va un petit peu instituer la sous-catégorie du slasher de camp de vacances et en populariser certains codes. Je voulais juste rajouter un petit truc sur Vendredi 13 aussi. Non, mais c'est un film qui a pas coûté cher, hein. C'est un film qui, Oui. comme Halloween, il a coûté 450 millions de dollars. Halloween, c'était un petit peu moins. Mais Paramount avait quand même investi 4,5 millions de dollars en promo. Donc c'est aussi un truc qui fait que le film a été très rentable parce qu'il a rapporté 40 millions au box-office américain. Mais il faut quand même en déduire la promo et qui, certes, a coûté. Mais voilà, entre ce que vient de dire Lily, tous les nouveaux tropes qui sont réactualisés dans ce côté camp de vacances, plus cette énorme promo, c'est aussi ça qui fait que le film coûte pas cher, mais que le film est propulsé dans des tonnes de salles et que la promo est vraiment teasée. C'est vraiment le début du marketing aussi des films pour les ados. Et puis surtout, à partir de 80, à partir de Vendredi 13, on a vraiment une popularisation du slasher, et parce que les sociétés de production comprennent très bien qu'avec très peu d'argent, on peut avoir un énorme budget à la clé, et du coup, ça devient un rythme effréné, en fait, jusqu'en 84, jusqu'à la fin de l'âge d'or du slasher. En 81, on va avoir encore un énorme boom. Le slasher va aussi survivre en VHS, ça va être un énorme marché jusqu'à, en fait, se tuer lui-même. Et depuis tout à l'heure, on vous parle justement des tropes très définis du slasher, mais le slasher de camp de vacances est encore plus codifié que le slasher. Pour le coup, c'est un canevas très défini que Vendredi 13 a vraiment posé assez rapidement, ce qui va causer en fait beaucoup de films qui vont vite se ressembler, en fait, qui vont paraître être des rip-offs, parce que à force de reprendre une formule très canvassée, en fait, on finit par reproduire presque les mêmes films. Et parmi ces tropes, on a notamment le feu de camp, qui se retrouve à chaque fois, puisque à la croisée entre le survival et le slasher, ce qui va vraiment apparaître dans les films de camp de vacances, c'est qu'on va avoir un petit peu cette légende urbaine qu'on va raconter au coin du feu. Donc pour Vendredi 13, c'est effectivement une simplicité scénaristique, c'est plus facile que de vraiment chercher à écrire un scénario, de faire un espèce de flashback autour du feu de camp. Ça, on remet en fait l'histoire des opus précédents autour du feu de camp, et on instaure aussi le tueur du film précédent, donc que ça soit Pamela Voorhees ou Jason Voorhees, comme une légende en fait au cœur de la forêt. C'est quelque chose qu'on va aussi voir dans le film Mad Men, où là tout commence autour d'un feu de camp, et c'est ce feu de camp qui va déclencher en fait la tuerie. Parmi ces tropes aussi, on retrouve l'ermite, le vieux qui va annoncer, alors vieux, je n'ai rien contre les personnes d'un certain âge, hein, n'est pas du tout méchant, qui va annoncer comme ça aux jeunes à l'entrée de la ville qu'il y a un danger ou qu'ils ne doivent pas aller dans ce camp de vacances parce qu'il s'est passé une tuerie. Alors c'est soit un shérif à la retraite qui est en train d'arroser ses petites plantes et qui dit ah ne le mettez pas dans cette forêt-là, c'est quand même un mauvais plan. Et effectivement dans ces films-là, il faut toujours écouter les vieux. Les feux du sang. J'ai mis la tête, les tous les tropes. Donc dans ces tropes, on a évidemment en fait le slasher, c'était quand même l'occurrence de l'horreur dans le quotidien, dans la banlieue, qu'on voit très bien avec Halloween, avec ces petits pavillons de banlieue, le collège ou le lycée et ces lieux-là. Là, avec le film le slasher de camp d'été, on transpose tout ça dans les vacances et dans les colonies de vacances. Donc on a souvent la baignade interdite, c'est-à-dire le lac maudit. Il y a souvent quelque chose avec de l'eau, ou alors la plage. Enfin, vous l'avez vu hier dans les sleepaway camps. Il y a toujours un moment où il va falloir
falloir aller dans l'eau et se mouiller la nuque, ce que des gens oublient un petit peu. Souvent, cette eau-là, elle peut être aussi source de trauma. Ça peut être, voilà, dans Vendredi 13, on a laissé un enfant se noyer. On peut avoir, comme hier dans les Sleepaway Camp, des attention dans l'eau, il y a des serpents d'eau, il y a des machins. C'est, voilà, la baignade nocturne en plus est d'autant plus interdite elle se fait souvent à l'insu des moniteurs. Et qu'est-ce qui fait plus peur à des ados ou même à des adultes de se baigner la nuit entouré d'une forêt dans de l'eau très sombre. Donc voilà, cette baignade nocturne, elle est souvent meurtrière. Slasher de colonies de vacances et de camps d'été, il sort les jeunes de leur quotidien où ils sont peut-être un petit peu plus sages quand ils sont à l'école l'année scolaire. Et là, du coup, le camp d'été, la colo, c'est un peu le lieu des expérimentations, que ce soit le sexe, l'alcool et la mort. C'est dans les notes, hein. Non mais voilà, c'est les endroits où on va peut-être boire ses premiers verres, on va peut-être fumer ses premiers pétards, avoir son premier baiser ou son premier rapport sexuel. Et donc on a souvent une opposition entre les moniteurs qui ont seulement parfois quelques années de plus que les ados dont ils s'occupent. Parfois même la frontière elle est un petit peu ténue, on se demande qui est le moniteur, qui est l'ado. Et donc souvent, évidemment, les moniteurs, ils ont le droit de boire, ils ont le droit de fumer, ils ont le droit d'avoir des aventures entre eux. Et les petits, on va dire, les regardent un peu et ont envie de les imiter. Parfois, la frontière est complètement, on va dire, effacée entre les deux. Mais voilà, c'est le lieu de liberté, loin du quotidien, loin de l'école, loin des parents, avec aussi des ados qu'on retrouve des copains qu'on retrouve que l'été. Donc ça peut être l'histoire voilà, d'une petite amourette d'été qui revient chaque été, puis on se revoit pas pendant l'année. Et voilà, donc évidemment, ces comportements risques sont parfois punissables par la mort. En tout cas, ça fait partie des tropes. Ceux qui couchent, qui fument, qui boivent, parfois le font au péril de leur vie. Surtout que c'est quelque chose qu'on retrouve du côté des enfants qui vont en colonie de vacances, enfin plutôt adolescents. Donc là, comme dans Sleepaway Camp 2, où typiquement Angela Baker utilise ça comme excuse pour tuer des gens. Vraiment, c'est l'ange de la mort, hein, comme elle a été surnommée voilà, au fur et à mesure des opus. Mais on a aussi les moniteurs, par leurs abus, ne surveillent pas assez bien les enfants et peuvent possiblement causer la mort d'un enfant, comme Jason Voorhees dans les Vendredis 13. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects. Ne te découvre pas d'un film. Effectivement, il y a un autre trope très présent dans le slasher de camp de vacances, c'est la nudité et le sexe. Et quand même, dans le slasher de camp de vacances, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, on reste sur le mythe de la final girl pure. Donc celle qui survit ne couche pas et ceux qui ont des relations sexuelles ou qui se déshabillent, même simplement se déshabiller, meurent. Mais même si on peut y voir un jugement moral, on ne peut pas tellement dire que ces films condamnent complètement ces comportements parce qu'on les représente à l'écran et de manière explicite et fun pour attirer donc un certain public. Et donc il faut bien avoir en tête que c'est plus un argument de vente qu'un réel jugement moral, même s'il existe des slashers de connaissances et des slashers au sens large qui sont quand même un petit peu réacs. Final Girls que vous allez pouvoir découvrir juste après et vous verrez que ce trope-là est savamment réutilisé et c'est très très drôle. Enfin, en 80, on va commencer à avoir déjà presque la saturation du genre. Donc, même si les sociétés de production tentent de reproduire assez facilement à la chaîne le canevas du slasher, ils essayent quand même de changer quelques petits trucs. Donc, on va tenter de changer le lieu, donc la forêt, la fac, on va un peu tout tester. Et justement, la forêt, ça va devenir un grand vivier pour les boogeyman. Et c'est là où deux genres vont s'entremêler et causer justement souvent l'inversion entre le slasher et le survival, puisque à partir de là, les survivals vont commencer à prendre les codes du slasher et vice-versa. Le boogeyman apparaît dans la forêt, il est souvent donc une légende urbaine, il a souvent une figure qui ressemble à celle de l'ermite et du redneck. Comme vous pouvez le voir, ne serait-ce que sur les 3 premières affiches, il y a quand même quelque chose qui ressort. Et notamment Just Before Dawn, The Burning et Madman, qui ont en fait des structures qui peuvent se ressembler. Madman et The Burning, en fait, c'est deux films qui sont inspirés de la légende de Crosby à l'époque, au point où la production de Madman va être reculée pour modifier certains éléments du film. Just Before Dawn, c'est pareil avec le succès de Vendredi 13, ils vont modifier les éléments scénaristiques pour l'adapter au public plus jeune, pour l'adapter au slasher, qui fait qu'au fur et à mesure, les deux formules vont un peu se combiner et que c'est très dur en fait de savoir si c'est vendu comme un slasher ou un survival. Et bien sûr, on aura Vendredi 13 2 qui verra l'apparition de l'amoureux de Lily, Jason Voorhees, donc qui apparaît pour la première fois dans les Vendredi 13. Parce que sur Vendredi 13 2, c'est donc le premier qui introduit la notion de Jason qui défonce son territoire. Donc en plus de venger la mort de sa mère, il reste quand même sa motivation principale, du moins dans les premiers films de la saga. Et c'est un petit emprunt au survival dans l'opposition autochtone touriste. Et ça va prendre de plus en plus
de place dans la saga par la suite. Je me permets de faire une petite parenthèse. Je vais faire un peu le rabat-joie de service. Je vais ramener un peu à la réalité parce que ce que vous voyez là, donc sur les 5 films qui sont 5 exemples, on en a 3 qui ont été complètement censurés en Europe. Donc oui, effectivement, on va de plus en plus loin dans le slasher et le croisement avec le survival, mais on va aussi de plus en plus loin dans la violence, dans ce qu'on va montrer, autant dans la nudité aussi, hein. On essaie d'aller de plus en plus loin. Et là, on a The Burning, Madman et Don't Go in the Wood Alone qui vont être complètement interdits en Angleterre et dans la plupart des pays d'Europe pour leur violence et aussi pour leur poster un peu trop suggestif parfois. Voilà, c'était ma petite parenthèse. On a Massacre en été, donc on a vu hier, que vous avez vu hier tous ensemble, et on a tous trouvé ça hyper cool. Qui lui aussi avait été censuré et interdit en Europe, donc hier on a été quand même hyper chanceux, parce que les personnes des années 80 n'ont pas pu le découvrir au cinéma, puisqu'il a été interdit. Et ce qui est important avec Sleepaway Camp aussi, c'est qu'il faut le remettre dans le contexte de sa sortie. Parce que c'est un film quand même intéressant, puisque c'est un slasher de camp de vacances où on ose notamment s'en prendre à des enfants un peu plus jeunes. D'habitude, on va pas sur une tranche d'âge pré-ado comme ça, on va plus attaquer du jeune adulte ou des ados déjà lycéens. Tout simplement parce que tuer des enfants, c'est choquant. Voilà. Et surtout, là, on s'en prend à des préados un petit peu plus jeunes que ceux dont on a l'habitude, avec des visuels quand même assez gore. Comme vous le disiez, Mylène, hier, le film est quand même, a quand même des effets spéciaux honorables pour sa production. Et il contient aussi des images vendues comme dérangeantes. Et aussi, Angela Baker, malgré tout, c'est une figure intéressante aussi, parce qu'elle correspond ni au code de la Funny Girl, ni à ceux de la Boogie Woman classique. Et tout ça pour dire que, en fait, le final du film, c'est pas le seul élément qui a fait que ce film a un petit peu marqué les esprits. Ensuite, à partir de 84, donc on va continuer en fait, on s'arrête pas, hein, le slasher ne meurt jamais, c'est comme les Boogeyman, même si ça marche pas, même si c'est pas bon, on continue la formule, on met des gens qui font de la télékinésie dans des films, voilà, tout est bien qui finit bien. Vendredi 13 continue jusqu'à essouffler, il y a quand même des bons films, j'avoue, le 6 c'est pas si mal, oui. Et malgré les sagas, en fait, on n'a plus trop de production hors saga. C'est vraiment, en fait, les sagas préexistantes qui continuent leur chemin, quitte, en fait, à faire moins de recettes. Et parmi ces sagas, on a effectivement Sleepaway Camp 2, donc, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir hier, qui va continuer en parallèle, donc, de Vendredi 13, ce magnifique film où on a une Final Girl qui fait de la télékinésie. À partir de là, c'est assez compliqué parce que le genre tourne complètement en rond. On va continuer donc Sleepaway Camp 3, comme on vous a dit hier. En fait, il est produit à la chaîne avec le 2. C'est vraiment des films qui sont faits en fait pour que le slasher, comme on a pu vous le dire dans les tables rondes précédentes, c'est vraiment un genre qui fonctionne par vague et on a vraiment conscience qu'il faut se dépêcher en fait de produire son slasher avant que le genre s'essouffle et avant qu'il n'y ait plus de thunes à la clé. Et donc là, c'est vraiment l'idée en fait. Souvent, on pense en fait directement la suite alors que le film n'est même pas fini de tourner. Et donc c'est presque ce qui se passe avec Sleepaway Camp 3. Mais on a quand même quelques beaux exemples comme Cheerleader Camp qui est un peu moins connu, qui sort en 88 et qui là met en scène un camp de cheerleaders en fait avec une compétition à la clé et les cheerleaders meurent une à une et on ne vous dira pas quand même qui est le tueur. Voilà. Donc, je voulais ajouter que la saga Vendredi 13, je ne sais pas si vous connaissez. Parmi toutes ces sagas entamées donc, au début des années 80, elle va survivre sur une plus longue durée parce que bien qu'elle soit ancrée dans le slasher de camp de vacances, elle va suivre progressivement toutes les modes jusque très très tard avec des emprunts par exemple au slasher fantastique. Quand il va y avoir le succès des Freddy, on va ajouter un peu plus de fantastique dans les Vendredis 13. Jason va devenir un mort-vivant, va avoir une héroïne télépathe et il va aller jusque dans la science-fiction aussi bien plus tard avec Jason X. Et on va aussi essayer pas mal de sortir du camp de vacances, de sortir du genre dans lequel on s'est enfermé. Il y a un épisode notamment à New York. Donc du coup c'est ce qui fait que cette saga a un peu perduré, mais à un moment en fait elle est un peu plus sortie du camp de vacances. Ils avaient quand même tenté de faire un chapitre final avec le 4, si seulement. Ça aurait été dommage. Il serait pas allé dans l'espace. Ah mon Dieu, t'as vu le saga. Et enfin, on va passer à notre deuxième partie. On va passer sur la partie Summer Queer. Comme Vivi vous en a parlé tout à l'heure du Beach Movie, donc le film de plage, c'est vraiment le film d'horreur. Je sais que ici, on est tous à considérer le cinéma comme un art,
Mais ce n'est pas tout le temps le cas, c'est aussi beaucoup de marketing. Et ce marketing, il est là depuis toujours, il n'est pas là depuis que les années 80. On a toujours vendu des films avant de les voir. Et par exemple, pour les films estivaux, on a vendu des films sur les maillots de bain, évidemment. Alors, on a quand même très peu d'exemples de maillots de bain vraiment masculins et sexy, pour parler un peu plus de trucs un peu plus transgressifs que des maillots de bain de femmes. J'avais envie de faire un peu de changer. On pense tout de suite, évidemment, à la créature du marais, avec son acteur enchaîné et en maillot de bain tout petit. Et je vous assure que quand on voit le film, on voit tout de travers son maillot de bain. Donc voilà, ça reste quand même un exemple assez rare, mais j'avais envie de le mettre et j'ai insisté auprès de Mylène pour qu'on le mette parce que je me suis dit, il faut qu'on se rince les yeux. Il m'a torturé. On a tous envie de voir ça. Très bien. Et je vous conseille aussi, juste comme ça, le film Tormented ici, qui est sorti en 1960, avec un jeune homme en speedo sur une plage pendant 1 heure et demie, qui est en proie à ses remords et au fait d'avoir jeté son amante dans le vide et de l'avoir tuée. Bon, ça c'est hyper secondaire. On sait Mais simplement ensuite, pas. Ce qui va complètement changer et ce qui va vraiment avoir un bouleversement dans le marketing du film d'horreur précisément, puisque c'est ce dont on parle là, dans l'esthétique, et ce qu'on va appeler ensuite l'esthétique queer, c'est la pub Calvin Klein que vous voyez qui est juste là-bas. À la base, cette pub Calvin Klein, elle est inspirée d'une marque qu'on ne connaît pas ici en France qui s'appelle Jockey, qui est une pub américaine, qui est une marque américaine, excusez-moi, pour les vêtements de sport. Ils étaient un peu en perte de vitesse dans les années 80 et ils se sont dit, et si on commençait à prendre en photo des mecs un peu sexy qui portent les crop tops de baseball, où on voit un peu leur abdos. On va mettre aussi les slips qui tiennent bien tout ce qu'il faut pendant le match et on va prendre ça en photo. Ça a bien marché et Calvin Klein s'en est inspiré. Calvin Klein a rajouté un second filtre qui est l'homme-objet. Selon la pose de l'homme, souvent, vous voyez, là, il est complètement allongé, il est inerte presque. On est juste là à vouloir le regarder et il a l'air complètement inoffensif. C'est vraiment l'homme-objet par excellence et ça va déclencher complètement des folies à tel point qu'on va appeler cette pub donc, qui est sur le Times Square dans les années 80 et qui va entraîner ce qu'on va appeler un pèlerinage érotique de gens qui viennent voir cette énorme affiche pour voir ce monsieur en slip. Ce monsieur, c'est un perchiste, hein, donc c'est quand même un sportif, donc on reste un peu dans le même truc que Jockey. Mais voilà. Et ça va créer donc du coup une grande vague de mode où on s'est dit, tiens, pourquoi on ne mettrait pas les hommes en objet? On va objectifier les hommes, sauf qu'on n'avait jamais fait avant. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver dans les slashers à avoir beaucoup d'hommes torse nu, en maillot de bain, et aussi en position objet. Ça se voit beaucoup dans les vendredis 13, évidemment. Zo, ma passion, finalement. On partage cette passion, évidemment. Oh. Écoutez la voix de la vérité. Non, mais voilà, ça va beaucoup se voir parce que du coup, comme on le disait tout à l'heure, le slasher, particulièrement les films estivaux des années 80 qui sont particulièrement des slashers essentiellement, ils vont vouloir surfer sur la mode alentour. Ils vont vouloir aussi attirer un jeune public. Et ce jeune public, bah, il est friand de la culture dont il est actuellement, dont il baigne actuellement. Et la pub Calvin Klein en fait partie, donc le slasher va mettre ça. Alors là où je veux faire une petite nuance, vraiment, c'est que quand on intègre l'homme-objet dans ces films-là, on ne veut pas faire de l'inclusion. On veut simplement surfer sur un effet de mode. Il n'y a absolument pas de truc très progressiste derrière. Voilà, c'est une petite nuance, bien faire attention. Maintenant, avec le recul, on trouve ça génial. Et avec nos filtres à nous de 2025, on se dit bah, c'est excellent, on arrive à objectifier un homme. C'était moins le cas à l'époque. À l'époque, c'était vraiment beaucoup plus un effet de mode. Et en plus de ça, on disait pas vraiment un homme-objet, on disait plutôt un homme modèle. Et ça, c'est un petit peu différent. Et c'est aussi une fabuleuse capsule temporelle, puisque dans la plupart de ces films, les acteurs mettaient leur vrai outfit aussi. Il y avait ça. C'est ce qui se passe pour Sleepaway Camp. Et je crois aussi que c'est le cas pour Vendredi 13, le premier, on est vraiment sur du zéro budget. Et c'est au point que les acteurs sont venus avec leurs fringues de vacances, quoi, comme s'ils venaient en colonie de vacances. Et aussi, c'est ce qui a fait ce que je vous disais que les Vendredi 13 tendaient un miroir un peu plaisant à la jeunesse de l'époque.
parce que c'était des gens qui leur ressemblaient. Enfin, version mannequin, bien sûr, évidemment, mais enfin, c'était des gens qui leur ressemblaient, au moins à qui ils pouvaient s'identifier, à qui ils auraient aimé ressembler. Et aussi, le premier vendredi 13, il faut savoir que le scénario, il est écrit au fur et à mesure, réécrit, on va dire, au fur et à mesure par les acteurs et le réalisateur directement sur le tournage. Donc, finalement, l'air de rien, dans le premier vendredi 13, on a des situations que les jeunes de l'époque vivraient au quotidien sans se poser de questions. Donc, encore une fois, miroir tendu et pas de complexe sur les vêtements, tout ça. Alors, j'en arrive à Sleepaway Camp. J'ai un petit trigger warning. Alors, je suis une femme cisgenre, donc ça veut dire que je me reconnais dans le genre féminin qu'on m'a assigné à la naissance. Du coup, j'ai préféré, pour vous en parler, demander une analyse cuir de ce film à deux femmes trans, dont une qui a pas mal réfléchi aux théories sur le genre au cinéma. Et je vais essayer de retransmettre leur analyse le plus fidèlement possible. Et j'invite les personnes trans à intervenir après la table ronde si il y a besoin de corriger ce que je vais dire ou de compléter ou de me partager leurs remarques. Elles sont les bienvenues, évidemment. Donc Sleepaway Camp, comme je vous disais hier, c'est un film transphobe. Alors pour définir rapidement la transphobie, c'est l'oppression et la stigmatisation des personnes trans. Alors pourquoi Sleepaway Camp est transphobe? On pourrait dire que non, parce que Angela, dans le premier film, n'est pas encore une personne trans. On ne sait pas si elle s'identifie comme femme, mais le film renvoie bien cependant à l'oppression systémique des personnes trans. Parce qu'il donne une représentation négative, rabaissante et sexualisante des personnes trans. Parce que, oui, dans le film, du coup, le fait de ne pas correspondre à son genre de naissance est représenté comme une bizarrerie, finalement. Et dans son final, il sert le trope de la transgression de genre, où le genre de la personne concernée n'est pas celui qu'on pense. Et ce qui sous-entend, finalement, qu'être trans serait étrange et associé à des troubles mentaux. Et alors, il y a une nuance à porter qui ne change en rien la transphobie du film, c'est que le manque de représentation au cinéma a poussé des personnes trans à s'approprier des œuvres objectivement transphobes. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne reconnaissent pas qu'elles sont transphobes, mais tout simplement, elles se sont appropriées ces œuvres parce qu'elles n'avaient pas beaucoup d'autres représentations. Et c'est le cas de Sleepaway Camp par certains aspects, parce qu'il offre, on peut considérer qu'il offre une représentation de la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est le mal-être de ne pas correspondre au genre qu'on nous a assigné à la naissance, même si c'est maltraité dans le film, on en a une représentation. Et les personnes trans ont vu à travers la folie meurtrière d'Angela une représentation de la rage de ces personnes face à l'oppression. Et parce que Angela, elle tue les gens qui sont méchants, avec elle surtout. Mais comme je l'ai dit, ça n'excuse pas la nature transphobe du film et c'est une réinterprétation du public trans et ce n'est absolument pas l'intention du réalisateur ni des scénaristes. Les suites de Sleepaway Camp sont un peu plus trans-friendly parce que la transidentité d'Angela à partir du 2, elle est actée et elle n'est pas remise en question en fait. C'est une jolie fille, parfois par certains aspects un peu sexy, peu importe qu'elle soit trans et même peu importe qu'elle tue des gens, parce qu'en fait c'est pas le fait qu'une personne trans soit le tueur dans le film qui fait que le film est transphobe, c'est la manière dont elle est représentée et le fait de nier sa transidentité ou son orientation, ouais, peu importe. Une question à vous poser, parce que moi, j'avais pas vu le film depuis longtemps, et ce que j'ai trouvé tout aussi dérangeant, c'est la scène de flashback où ils voient leur père avoir un rapport sexuel avec son ami, qui est mis aussitôt en relation avec une scène où il joue au docteur sur le lit et tout, qui serait à l'origine du trauma, et j'ai trouvé que c'était tout aussi dérangeant, quoi. Je sais Ouais, pas si oui, c'est ça. vous avez une Ouais, opinion moi, je suis sur ça. vraiment d'accord avec toi, Marie. En plus d'être transphobe, je pense qu'il est même LGBT Ouais, ouais. Et phobe. LGBT-phobe, Enfin, ouais. vraiment, il y a tout dedans. Moi, je suis hyper d'accord avec Lily, avec du coup l'analyse que tu en as tirée. Enfin, je suis hyper d'accord. Là où je suis encore plus d'accord, c'est sur la réhabilitation du public ensuite. C'est pas forcément Angela, du moins pour le 1. C'est pas forcément Angela qui va être la source de la réhabilitation du film. Ça va être plutôt tout ce qu'il y a autour. Donc là, comme on voit, les crop tops masculins qui, mine de rien, à l'époque, était déjà une transgression de genre. Alors, c'est petit, hein, une transgression, mais c'en est une parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça, à part les jeunes quand ils ouvrent leur magazine Click mais pas les plus vieux. Donc c'est ça qui va donner un peu ce côté-là.
là, on va se réapproprier le film. Et comme tu le disais si bien, Lily, les suites, pour ceux qui ont vu le 2 hier, il y a quand même une scène qui est assez cool. Enfin, vous la prendrez comme vous voulez, mais au tout début, les jeunes hésitent sur le pronom à utiliser avec Angela. Il y a un garçon qui s'acharne à dire il quand les autres le rattrapent en disant non. Non, non, maintenant c'est elle. Et il y a quelque chose où. Alors, on peut pas enlever tout le côté transphobe du film, évidemment, du 1 et de ce qu'il a fait hériter au 2 et au 3 et ensuite, parce que c'est un héritage que les autres ont porté un quoi qu'il. Mais il y a quand même une espèce de tentative, on va dire ça comme ça, de rendre le personnage un peu plus trans-friendly, comme disait Lily, et le public ensuite derrière qui va se le réapproprier. Mais on a vu ça avec plein de films. On cite des slashers estivants, on a vu ça avec Freddy 2 aussi, qui est un film qui n'est pas vraiment. Maintenant, on dit que c'est un film hyper gay, mais en fait, à la base, c'est pas du tout ça, hein, c'est même Non, c'est l'inverse. l'inverse total. Et c'est le public gay qui s'est réapproprié en disant, puisqu'on se moque de nous, et ben nous, on va se moquer de nous-mêmes et on va aimer ce film-là et on va se mettre vraiment à le prendre à notre compte et à dire, bah, c'est à nous. Maintenant, vous vous moquez de nous avec ça, et ben maintenant, nous, on le prend et maintenant, c'est à nous. Mais oui, mais oui, mais oui. Comment ne pas parler de David de Coteau? David de Coteau, célèbre réalisateur gay, Le grand David. le grand David, réalisateur gay, qui a fait des films donc, de série B, donc des films que je ne vous conseille pas de voir, mais si un jour, un dimanche, il pleut, je pense qu'on peut dessus. Où là, on est à fond dans l'homme-objet. L'homme en maillot de bain, chaussettes, toujours les chaussettes blanches. C'est hyper important que les mecs soient en maillot de bain ou en culotte, peu importe. Euh, c'est hyper important et David de Coteau, il va vraiment un peu sublimer alors pas vraiment le beach movie parce que il y a un peu de tout, hein. Des fois ils sont dans des maisons, des fois ils sont dans des écoles, toujours en slip, mais l'environnement change. Mais il y a vraiment ce truc-là de je vais dire, de garder les traditions. De garder les traditions du slasher et de la transgression du corps, enfin du genre. Et là, pour le coup, c'est des hommes qui sont souvent en train de crier, qui sont souvent en train d'être suivis Surtout par qu'il a un tueur. refait des slashers aussi. Et il en a fait beaucoup. Il a fait Ouais, beaucoup de c'est slashers. slasher. Et je vous conseille, alors il n'est pas là parce que j'avais pas envie que Mylène se retrouve avec ça en plein milieu dans son PowerPoint. Mais je vous conseille son film qui s'appelle Leeches. Qui, pour le coup, sont des jeunes qui vont à la piscine, beaucoup d'hommes en torse nu qui vont à la piscine et qui sont attaqués par des sangsues. Oui! Je vous conseille très très fort, j'ai passé un super moment. Et donc depuis tout à l'heure, on parle quand même beaucoup des années 80. Effectivement, les films de grandes vacances, les slashers de grandes vacances, c'est très codifié années 80. Mais justement, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, la tradition perdure et justement, vu que c'est très codifié et très nostalgique, c'est un genre qui est facilement en fait transposable au style méta. Donc le méta, c'est quoi? Bah, le méta, c'est ce qu'on peut retrouver dans Scream. C'est des films qui connaissent les codes, qui connaissent les tropes, qui les réutilisent, qui en jouent, que ça soit par des références, mais aussi par une façon en fait de mettre en scène les troupes et un peu de presque faire un clin d'œil au spectateur et de dire hé, t'as vu, c'est trop drôle. Et vous allez voir donc Final Girls que vous allez voir tout à l'heure qui est un banger, pour le coup réutilise très très bien ça. On est donc pour vous le pitcher très rapidement parce que encore une fois vous allez voir tout à l'heure, c'est des jeunes qui vont se retrouver plongés dans un slasher. Et là du coup c'est très très propice en fait à réinjecter tous les codes, le flashback, on va avoir aussi la nudité, l'arme du tueur, et donc là c'est très fun en fait, c'est très très ludique et on joue en fait de tous les tropes qu'on a pu vous énoncer tout à l'heure. Dans le genre, il y a un autre film un peu moins bien réussi que The Final Girls, mais qui reste très fun, qui s'appelle You Might Be the Killer, qui est un film qui agglomère à la fois la nostalgie du slasher de camp de vacances et plus largement de l'horreur des années 80 au sens large. Parce que c'est-à-dire qu'on va référer autant au grand film d'horreur populaire qui est Vendredi 13 qu'à la petite série B culte quand même culte, donc connu d'un certain public, comme Maniac Cop. Il y a une référence à Maniac Cop, par exemple, dans le film. Mais You Might Be the Killer, il commence à marquer le basculement de la nostalgie des années 80 vers la nostalgie des années 90, 2000 même, puisqu'il réfère à Scream dans sa dimension méta. Tout simplement parce qu'on a une personne au téléphone qui sert de référent film d'horreur à un directeur de camp de vacances et qui lui explique les codes du slasher de camp de vacances parce qu'il est aux prises avec un tueur fou dans un camp de vacances. Ouais. Et donc cette personne au téléphone, déjà elle est au téléphone Scream,
Et en plus, bah, c'est un petit clin d'œil à Randy, qui est le référent film d'horreur de la même façon dans la saga, dans les deux premiers Scream. Et en plus, ce personnage est incarné par Alyson Hannigan, donc Willow dans Buffy, qui est elle-même associée à l'horrifique des années 90-2000. Surtout qu'en plus, le film mentionne clairement Freddy. Enfin, il y a vraiment des références qui sont assez grossières et il joue vraiment bien des codes, notamment de la Final Girls. Très fun quand on aime beaucoup justement le slasher et le slasher de camp de vacances. Et enfin, Fear Street, il est un petit peu moins méta dans, on va dire, dans ses références poussées ou prononcées dans les citations de texte ou quoi, mais c'est plus dans l'esthétique. Fear Street, donc c'est une trilogie qui est sortie en 2021. Le premier est plus axé sur les années 90, donc vraiment avec un hommage à Scream, même dans les samples de musique. Et là, pour le deuxième, donc il est censé se passer en 78 et on est clairement sur du vendredi 13. Vraiment, la référence est même très grossière, mais c'est plutôt bien réinjecté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Il a réussi à capturer en fait la capsule temporelle vraiment de l'esthétique camp de vacances. Et c'est vrai que ce qui est assez fou, c'est que même si à cette époque-là, du coup, on a eu beaucoup de rip-off de Vendredi 13, ben, en fait, cette capsule, elle est tellement, en fait, c'est devenu en fait une référence en fait de culture populaire, ce qui fait que quand on voit Fear Street 78, on se dit bah c'est Vendredi 13 en fait. Et tout de suite, on peut presque pas mettre le camp de vacances dans un autre esthétique que les années 80 ou fin 70. C'est assez compliqué. Même en fait les autres films qui vont se faire, qui vont après en fait prendre d'autres variantes, notamment les camps bibliques ou les camps de reconversion, c'est quelque chose on va beaucoup voir dans les films plus récents. On va toujours avoir un truc un peu nostalgique, soit dans les looks, soit dans la mise en scène du feu de camp, un peu à la Stranger Things. Et c'est vrai que même quand c'est des films qui datent de 2024 et qui sont censés se passer en 2024, il y a toujours un peu cette nostalgie 80, comme si le camp de vacances pouvait pas se passer à une autre époque. Et justement, depuis tout à l'heure, on vous parle du queer et du camp au cœur en fait de ce genre. Si avant c'était pas forcément volontaire ou pas forcément assumé, justement en fait la grande nouveauté depuis les années 2000, c'est que en fait on va prendre ces codes, les mettre très grossièrement par exemple dans Psycho Beach Party ou carrément en faire le sujet du film. Par exemple dans le film Zezem, le sujet c'est un camp pour les jeunes qui en fait veulent cherchent leur genre et du coup on va tenter, c'est vraiment le système du camp de reconversion avec Kevin Bacon, donc là la référence à Vendredi 13, le fait de le faire rejouer dans un film de camp de vacances. Et là clairement on a des personnages queer, c'est au cœur du film, c'est le sujet du film, c'est des personnages qui se battent pour leurs convictions. On retrouve ça aussi un peu dans Killer Body Count où là pour le coup c'est un camp pour les jeunes qui ont une sexualité débridée, qui viennent pour retrouver le chemin de croix et éviter le péché. Et ça, à l'inverse, c'est beaucoup du contenu de plateforme. En fait, Ouais. c'est aussi un truc, ouais, ça sort plus en salle, à part, on va en parler après, des grosses franchises qui continuent à nous faire des petits qui sortent en salle. Mais c'est vrai que ces trucs-là, c'est un peu du contenu, voilà, d'un voix, c'est de Peacock, je sais même pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est. C'est bien, tu vis. Tu vis, c'est bien. C'est un peu complexe. C'est délimitateur. Mais c'est un truc, non, mais voilà, il y a aussi sur Netflix, on a un truc dans ce genre-là, souvent toujours pour vacances, mais c'est vraiment du contenu de plateforme et ça s'est aussi beaucoup déporté sur la série. Je sais pas si tu voulais peut-être enchaîner avec quelque chose sur Psycho Beach. Tu veux, je voulais ajouter que, et n'hésite pas à compléter ensuite, que Psycho Beach Party, il avait aussi une dimension queer assez forte dans le sens où c'est même une réappropriation des personnes queer. Parce que le film rend hommage donc, au film de plage dont je vous parlais tout à l'heure, le film de plage des années 60 produit par AIP avec Frankie Avalon, qui étaient des films pour adolescents assez niais mais qui offrait quand même une représentation assez moderne de la jeunesse des années 60. Mais ces films, ils étaient très appréciés du public gay, car on voyait des hommes en tenue légère, en train de chahuter entre eux dans le sable. Et la production, donc AIP et leur copycat ensuite, vont user de ces représentations de manière plus ou moins assumée, car ça plaisait aussi au public féminin hétérosexuel. Et Psycho Beach Party, en fait, il prend le parti de lever l'hypocrisie en intégrant les éléments queer de façon explicite cette fois. Je me permets aussi encore de faire une petite parenthèse, parce que depuis tout à l'heure, on dit queer, mais on parle beaucoup d'hommes gays ou de femmes. Oui, mais c'est Voilà, aussi mais lesbien dans le ça ouais. reste quand même assez restreint. Mais en fait, il faut pas le voir comme ça. Les exemples sont restreints, je suis hyper d'accord. Mais en fait, la culture queer, donc dans son
sens le plus large possible, elle évoque beaucoup plus de choses. Il y a évidemment tout ce qu'on disait tout à l'heure, donc la transgression à travers les vêtements. Et là, on ne parle pas d'un homme gay ou d'une femme lesbienne, on parle vraiment d'un truc beaucoup plus large que ça. On parle vraiment d'une transgression. Et là, tous ces films-là sont la preuve que ces films des années 80, qui n'étaient pas intentionnellement queer ou intentionnellement avec un personnage gay, sont finalement les films qui ont fait grandir la communauté queer qui, une fois adulte, peut faire ces films-là parce qu'elle se les est complètement réappropriés. Et pour finir sur cette petite slide, je voudrais revenir sur Killer Body Count, qui est réalisé par la réalisatrice qui a fait le remake de Slumber Party Massacre. Et ces deux films sont très intéressants parce que, en fait, elle va réutiliser justement les tropes du slasher. On va la plupart du temps utiliser le male gaze en fait pour filmer les corps féminins, donc les objectifier. Et là, elle inverse non seulement les tropes, où justement elle met les hommes donc en danger, contrairement aux femmes, donc dans Slumber Party Massacre, mais elle joue aussi du regard féminin. Dans Killer Body Count, on va avoir toute une troupe de jeunes filles qui va observer les hommes nus dans la douche, qui vont se taper la discute, comme dans le premier Slumber Party, sauf que là, c'était des jeunes femmes qui discutaient. Et c'est un fait assez rare quand même, parce que, à part dans des films de David de Coteau, où on va avoir une scène de douche dans Final Stab, je l'ai placé. C'est assez rare, et là, en plus, la scène n'est pas du tout éjectée. Donc c'est vraiment une volonté, non seulement c'est une femme qui se réapproprie un slasher, mais en plus elle utilise le female gaze et elle se réapproprie en fait le corps masculin à travers le regard féminin. Et justement, Marie disait tout à l'heure que donc on passait beaucoup par des plateformes pour les films, mais on a aussi un autre format en fait pour le summer camp, et donc c'est la série avec donc un exemple en 2016 donc, que personne n'a vu à part moi. Apparemment, Dead of Summer, donc une série annulée au bout d'une saison. Pourtant, je ne comprends pas, elle était très bien. C'est des jeunes qui partent, donc, qui vont être moniteurs dans un camp de vacances, racheté par une jeune femme qui a passé ses meilleurs étés dedans. Le camp de vacances a été fermé depuis, et donc ils viennent pour se préparer pour leur meilleur été. Et malheureusement pour eux, donc il y a beaucoup de fantastique, ça va se passer très mal. Et là aussi, c'est ultra référencé, c'est très très queer. On a parce que ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est qu'aussi la palette de personnages évolue avec cette évolution du genre. Et ce qui est très intéressant, on cherche vraiment à les écrire. Parfois, c'est pas toujours bien fait, mais on cherche à nous montrer des personnages différents et pas forcément ce qu'on pouvait trouver dans les années 80, qui était quand même très codifié et très limité. Et là, c'est donc très référencé avec par exemple Tony Todd, qui va jouer le pseudo méchant de la série. Et autre exemple de série Summer Camp nostalgique, American Horror Story, donc 1984, qui est presque un inventaire des clichés du cinéma de genre populaire des années 80, puisqu'il recoupe le slasher fantastique avec une histoire de fantôme vengeur, le slasher de camp de vacances avec tout un référentiel à Vendredi 13 où l'on suit les moniteurs dans le camp avant l'arrivée des enfants, le Psycho Killer Movie avec un serial killer qui les poursuit en plus du fantôme vengeur, et Ça fait beaucoup. ouais, et l'Aerobic Exploitation avec des moniteurs à la base professeur d'aérobic, le sport caractéristique des années 80. Donc American Horror Story, elle a ses défauts parce qu'elle essaye d'en faire beaucoup trop, mais elle est intéressante parce qu'elle fait une espèce de carte postale de tout ce que l'imaginaire populaire a retenu de la pop culture des années 80, puisque la mode et la bande son jouent aussi un très grand rôle. Et enfin, donc, qu'en est-il de cette nostalgie aujourd'hui? Eh ben, cette nostalgie, elle s'étend à d'autres domaines qu'au camp de vacances, notamment avec encore un petit film Scream, qui revient donc depuis quelques temps sur les écrans avec une nouvelle, enfin, ce qui était conçu comme une nouvelle trilogie presque qui se raccordait en fait au premier, avec donc des nouvelles Final Girl, même si on incluait les anciennes pour toujours garder cet esprit nostalgique. Le cinquième Scream était d'ailleurs sorti sous le nom de Scream, et il y avait vraiment cette volonté en fait de jouer sur la nostalgie des trentenaires. Nous sommes vieux, désolé. Voilà. Puisque maintenant, fini la nostalgie années 80, la nostalgie aux années 90, et ça commence à arriver aux années 2000. Donc là, la vieillesse arrive pour tout le monde. Puisque cette année, nous avons eu un nouveau Destination Finale qui est sorti. C'est un projet qui a germé depuis un petit moment déjà, et en plus, les comics avaient continué en parallèle des films. Mais c'est vrai que la franchise n'avait pas eu de nouvel opus depuis le cinquième. Et là, c'est enfin ressorti en salle, ça a très bien marché.
marché. Avec Scream, donc du coup, bah, on a aussi le retour de Souviens-toi l'été dernier. On pourra pas vous dire ce qu'on en a pensé parce qu'on l'a pas vu. Voilà, je suis triste. Alors celui-là, bon, on l'a pas vu, mais c'est un peu comme Scream, en fait, c'est un Ouais, legacy sequel. ouais, ouais. En fait, ceux-là, ils ont vraiment un côté encore plus nostalgique qui tourne un petit peu à vide, comme on a pu le dire parfois Exactement. dans des films précédents. Parce qu'au moins, Destination Finale, il reprend des personnages, même s'il y a un clin d'œil avec un personnage qui était là depuis le début, mais il reprend de nouvelles personnes qui sont Et il a tenté un voilà. scénario. Et il tente des choses. Alors que les deux derniers Scream, ils essaient de ramener tous les personnages des anciens qui peuvent. Et le Souviens-toi l'été dernier, en fait, ça commence comme une nouvelle histoire, mais ils vont voir, là, c'est pas le fou du bus, ils vont voir les deux anciens qui étaient dans le premier film, qui vont les mettre en garde. Et évidemment, ça marche parce qu'on va y aller, je pense, Day One pour le voir, mais tout en se disant, on est des pigeons, mais ça joue vraiment sur ce truc de nostalgie et on va arrêter de leur donner notre argent, mais si, on va y aller quand même. Surtout que la com, elle est assez similaire à ce qu'avait fait Scream avec Jennifer Love Hewitt qui se met en scène avec le tueur. On joue beaucoup sur, je sais pas, il y a plein de trucs aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment, on joue à fond sur la nostalgie. Et puis on a tous envie de savoir si elle s'est enfin mariée avec son pêcheur, quoi. Et bientôt sort une série aussi, donc Crystal Lake, on est toujours sur la nostalgie, mais elle est un peu en retard. Elle est un peu en retard parce qu'effectivement, c'est une série qui sort complètement sur la nostalgie des slashers des années 80, puisqu'elle sera un préquel de Vendredi 13, a fortiori, basé sur la mère de Jason Voorhees. Mais cette série est un peu en retard parce que, comme vous l'avez vu, ça fait déjà quelques années qu'on commence à basculer de la nostalgie des années 80 vers les années 90-2000. Mais pourquoi cette série est un peu en retard? Parce qu'elle a longtemps été perdue dans un enfer de production pour des questions de droit. Et au point qu'on n'est même pas sûr qu'elle s'appellera bien Crystal Lake, tellement... ouais, on n'est pas sûr, tellement le projet a été remanié. A fortiori, on verra pas du tout Jason adulte, même si je vous avoue qu'on sait pas, c'est très cool. On le verra peut-être pas donc adulte avec son masque de hockey ou son sac à patates, mais peut-être plutôt petit. Mais cela dit, les producteurs, malgré les difficultés, se sont accrochés. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, bah, comme on peut l'observer, bah, la nostalgie paie. Et je pense qu'ils veulent tabler gros avec une saga quand même hyper culte qui est Vendredi 13. Voilà. Vas-y, moi, Vas-y, vas-y. pour faire un peu la boucle de ce que je vous parlais tout à l'heure, en parlant de nostalgie. Tout à l'heure, on parlait de la publicité Calvin Klein, qui avait été affichée au Times Square et qui avait ensuite entraîné toute cette mode de l'homme-objet. Et bien récemment, depuis quelques années, on a aussi une nostalgie Calvin Klein avec par exemple la pub de Jeremy Allen White et celle de Bad Bunny récemment, qui ont la preuve, qui ont entraîné une espèce de pèlerinage numérique à aller voir la photo de Bad Bunny qui lui aussi est pris en photo dans une position d'un peu objet et complètement inoffensif. Voilà. Donc vraiment la nostalgie est dans la culture populaire au sens large.